Salut YouTube. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait un challenge et il y a quelques jours, l'un d'entre vous que je suis sur Twitter a décidé de faire un Nuzlocke sur Pokémon X. Je l'ai vu perdre 2 fois, quasiment en direct live d'ailleurs, et ça m'a fait me dire que ce serait quand même vachement drôle si j'essayais moi aussi de faire un Nuzlocke, mais de le finir avant lui. Pourquoi? Je sais pas. Honnêtement, vraiment, j'en ai aucune idée. En fait, pour être tout à fait sincère avec vous, non seulement j'ai pas lancé Pokémon depuis le dernier challenge sur Saphir Alpha, mais en plus de ça, j'ai jamais fait de Nuzlocke. J'ai jamais fait de Nuzlocke de toute ma vie. Du coup, comme j'avais envie de refaire un challenge, je me suis dit que ce serait un bon prétexte pour en faire un, alors bienvenue sur la vidéo de mon tout premier Nuzlocke. En ce qui concerne les règles, ce sera les mêmes que celles de Start, la personne que je vais essayer de dépasser. Est-ce que je fais ça pour utiliser son tweet en visuel et vous lire les règles pour avoir moins d'écriture et de montage? Peut-être. Mais je plaiderai toujours l'innocence, alors on va parler de la première règle. Je jouerai en mode défini. Je pense très sincèrement que ça va être un obstacle parce que j'ai absolument pas l'habitude. J'ai toujours joué en mode choix. Je sais, c'est une déception, mais je vous rappelle quand même qu'à l'origine, je fais des mono-challenges. Le mode défini change pas grand-chose à la difficulté. Deuxième règle, un Pokémon par zone, uniquement le premier. Troisième règle, un Pokémon KO est un Pokémon mort. Quatrième règle, les objets en combat sont interdits, ça ne concerne pas les objets tenus. Cinquième règle, le niveau de mes Pokémon ne doit pas dépasser celui du Pokémon le plus fort du prochain champion d'arène, ou de Diantea si je suis à la ligue. Sixième règle, je peux chercher un autre Pokémon si j'ai déjà capturé le Pokémon que je suis censé capturer, c'est-à-dire que si j'ai déjà un Pokémon et qu'il apparaît une seconde fois dans une autre zone, j'ai le droit de le laisser et d'en chercher un autre. Septième règle qui n'est pas dans le tweet mais qui s'appliquera quand même, si tous les Pokémon de l'équipe tombent KO, c'est la fin de l'aventure. Et enfin, pour finir, je nommerai chaque Pokémon d'après le pseudo d'une des personnes qui m'ont accompagné au Birds of Prey cette année. On a récolté 30 175 € pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles, et j'ai envie de mettre ces nouvelles amitiés en danger. N'hésitez pas à aller regarder ce que font chacun et chacune d'entre elles, c'est tous des créateurs de contenu super cool et super intéressants, et ce serait dommage de les rater. Si tu pratiques l'abonnement, tu gagneras un cookie. Peut-être. Abonne-toi, on sait jamais. Évidemment, comme toujours, je le répète à chaque fois, l'aventure commence avec le monologue du professeur. Et bon, je vous le passe, ok? Vraiment, on s'en fout, on le passe. On prend la fille et le nom, ce sera Chacha. Bon. On est réveillé par la mi-passe rouge et déjà, avant de faire quoi que ce soit, on met le jeu en mode défini. Si je le fais pas maintenant, je vais oublier. Bref, changement de tenue et on sort directement dehors rejoindre nos nouveaux amis. Oui, il fait nuit, faites pas attention, il était 3h du matin quand j'ai lancé le challenge. On les suit, on va se poser sur la place de Quarelis et c'est là qu'on va choisir le starter. J'ai déjà une très bonne idée de ce que je veux, donc je vais vous la faire courte. On va devoir affronter des arènes de type insectes, combat, plantes, fées et glace, et le double type de Gouplin combiné à son move pool feu psy va probablement nous permettre de les passer assez facilement. Fennec me paraît donc tout désigné et on va tout de suite rendre à César ce qui est à César en l'appelant Start, parce que sans lui, cette vidéo n'existerait probablement pas. C'est pas un créateur, mais c'est pas grave, c'est un viewer qui commence à dater et je pense aussi que c'est pas mal de vous rendre hommage une fois de temps en temps. Et puis en plus il s'appelle Start, c'est le starter, ça colle trop bien pour qu'on le fasse pas. On avance un peu, on récupère la carte, on passe le tuto des Pokéballs et le challenge commence maintenant. La ville de la première arène, c'est Nevarto. Entre elle et la ville où on est pour l'instant, il y a 3 zones, la route 2, la forêt et la route 3. Sur la route 2, on rencontre un Aspico. Trop cool. Vraiment le GOAT. Ou peut-être pas. Une Pokéball et un dresseur plus tard, on entre dans la forêt de Nevarto, dans laquelle on fait la rencontre d'un Lépidonil. Ouh. Bon, la forêt c'est facile, il n'y a aucun problème pour la faire. Fennec c'était vraiment le bon choix parce qu'il a Flamèche qui est super efficace sur les insectes et donc on n'a pas besoin de se prendre la tête contre les dresseurs. On arrive sur la route 3, on passe dans les hautes herbes et on y trouve un passe rouge. Et alors lui, on commence à le connaître. C'est un de nos anciens copains, il avait fait un super taf sur un des mono challenge précédents, et même si on n'avait pas fini la version entière, on est clairement sur une valeur sûre, parce qu'à l'époque, on n'avait pas le droit de le faire évoluer, il était allé super loin, et Flambuzard, c'est quand même un excellent Pokémon. Et d'ailleurs, passe rouge, il apprend Pic-Pic au niveau 10, qui est super efficace contre le type insecte de la première arène, et ça va clairement nous arranger. Alors, j'ai pas encore parlé de Lépidonil et d'Aspico, mais en même temps, je pense que je vais pas trop m'embêter à les utiliser pour l'instant. Aspico, c'est pas vraiment un modèle d'utilité, son move pool après évolution et son double type sont pas hyper agréables, et il a pas vraiment les meilleures stats. Il a un peu d'attaque et de défense spéciale, mais ça s'arrête là, et puis ça casse pas non plus 3 pattes à un canard, hein. On risque très certainement de le remplacer très rapidement. Et désolé mon Jojo. Par contre du côté de Lépidonil, on est sur un Pokémon plutôt sympa. Il est moche pour l'instant, mais son stade d'évolution finale est plutôt cool, et en plus, dans mes jeunes années de dresseur, Prismillion avait quand même été plutôt utile. Il a pas des stats de fou, mais son move pool contient Papillodance, une des meilleures capacités d'augmentation de stats du jeu. Elle augmente l'attaque spéciale, la défense spéciale et la vitesse d'un coup. Comme ça, gratos. Et comme la quasi-totalité de ses attaques sont spéciales, on va pas se mentir, c'est franchement sympa. Ah, et avant d'aller plus loin, je préfère vous prévenir tout de suite, je me suis donné des super bonbons pour éviter d'avoir à passer 1500 ans à XP mes Pokémon, parce que j'ai essentiellement pas que ça à foutre. Non mais voilà, je préfère être franc, ça me paraît logique de le préciser, c'est un risque de moins, mais beaucoup de temps gagné, vous étiez peut-être pas là à l'époque où je faisais que des mono-challenges, mais un mois pour sortir une vidéo, ça me paraît un peu trop, si je peux accélérer le processus, je le fais. Bon, juste avant de lancer l'arène, on a débloqué une nouvelle zone en arrivant en ville et que j'avais complètement
complètement oubliée. La route 22 se trouve juste à l'est, et en vrai, j'hésite. J'hésite grandement parce que cette route-là, elle est divisée en deux parties. Évidemment, il y a celle qui est accessible pour l'instant, mais il y a aussi une autre partie accessible avec coupe et dans laquelle il y a des Pokémon entre le niveau 20 et 25. Salut, c'est Tali du montage. En fait, il se trouve que j'ai dit une connerie. C'est pas coupe qu'il faut, c'est surf et cascade. Voilà, j'ai dit une connerie, c'est une coquille. Voilà. Bon, on continue. C'est pas eux qui m'intéressent, mais ceux qu'on va pouvoir trouver dans l'eau, parce que dans Pokémon, qui dit eau dit pêche, et parmi ceux qu'on peut pêcher, on trouve ces deux familles-là qui sont quand même vachement plus sympas que la plupart des trucs qu'on peut trouver sur cette route. Du coup, je suis très tenté d'attendre, alors c'est ce qu'on va faire, on va remettre ça à plus tard. Pour l'heure, j'aimerais qu'on s'occupe du premier obstacle de la version, à savoir l'arène de Nevarto. C'est la toute première arène de la région, la championne se spécialise dans le type insecte, c'est donc tout naturellement que les dresseurs qui la défendent en utilisent aussi. On prend les quelques précautions qui s'imposent en passant tous nos Pokémon au niveau 10, Aspico évolue en Dardarnian, Passe-Rouge apprend Pic-Pic et on commence à casser du dresseur. On arrive devant la championne sans aucun problème, on passe nos Pokémon juste à la limite de niveau qui se trouve à 12, on obtient un très joli Prismillon au passage et on lance le combat avec Passe-Rouge en tête. Quelques Pic-Pic suffisent à faire tomber Aragdo, Violette envoie ensuite son propre Prismillon, on switch sur Fennec, 3 Flammèches et c'est ciao. Premier badge en poche, aucun problème. Bon, pour l'instant ça se passe plutôt bien, en même temps c'est le début du jeu, ce serait quand même vachement dommage que ce soit compliqué aussitôt. Le prochain cap de niveau est à 25 et on débloque une nouvelle zone, la route 4, aussi appelée la route fleurie. Et pour une bonne raison d'ailleurs, ça donne envie d'y être. Dans cette zone, on peut trouver pas mal de trucs plutôt sympas. Apitrini, Flabébé, Rose-Bouton, Tarsal ou encore Skitty, mais il y a aussi une chance non négligeable qu'on tombe sur un Coxy. Du coup, on va surtout pas rentrer dans les fleurs rouges parce qu'on n'a pas envie de le voir, et on tombe sur un Apitrini. Et en plus on a de la chance, c'est une femelle, et dans cette famille de Pokémon, les femelles sont les seules à pouvoir évoluer. On arrive à Illumis, on se fait alpaguer par Dexio et Sina qui nous invitent au labo du prof, et c'est là qu'on va récupérer un nouveau Pokémon gratos, et c'est cool parce qu'on a le choix entre Salamèche, Carapuce et Bulbizarre. Là encore, j'ai déjà fait mon choix. Alors évidemment il y a un combat avant, mais c'est un peu de la piste de chat, on se bat contre le prof qui utilise les 3 starters du Kanto qu'on vient de mentionner, ils sont niveau 10, et même si on n'a pas une équipe spécialement designée pour se battre contre lui, on est plus haut niveau, donc c'est relativement facile. On va décider ici de récupérer Bulbizarre. Pourquoi? Tout simplement parce que la prochaine arène, c'est une arène de type roche, et le type roche, ça résiste à ou atomise plus ou moins tous les types de Pokémon qui se trouvent dans notre équipe pour l'instant. Puisqu'on a le choix, ça paraît logique d'en sécuriser un des deux qui peuvent aider à gérer l'arène plus facilement, et comme on aura dans tous les cas l'occasion d'avoir pas mal d'autres types hauts dans la version, merci la canne, on préférera choisir Bulbizarre plutôt que Carapuce. Bon, il n'y a plus grand chose à faire ici pour l'instant, on fait rapidement avancer l'histoire et on repart par la sortie ouest de la ville. Et ici, nouvelle zone, nouveau Pokémon. On tombe sur un Gloupti. Bon, en même temps, il n'y avait pas beaucoup mieux. L'avantage, c'est qu'il a que 2 faiblesses, le type sol et le type psy, et qu'en dehors de l'arène psy qui se trouve quand même vachement loin dans la version, ils sont pas forcément super présents, donc quoi qu'il en soit, c'est un Pokémon de plus, on est content. On avance un petit peu et on arrive au moment où on va devoir se battre pour la première fois contre Tierno et son Écrapince. Et là, j'aurais dû réfléchir un petit peu plus fort parce qu'il a Danse Lame et ça m'a vraiment fait stresser. Passe-Rouge résiste pas de ouf et même s'il a réussi à lui prendre les 3/4 de CHP, il suffit d'un petit peu de malchance et d'une force poigne pour qu'il meure purement et simplement. Je décide donc de switch sur Bulbizarre parce que un Fouelian fera sûrement plus de dégâts qu'un Pic-Pic et il prend une Bastos. Petite goutte de sueur sur le front, on vérifie rapidement la vitesse des deux Pokémon. Bulbizarre en a 10 de plus, il est à un niveau au-dessus. En théorie, on devrait taper en premier. On lance Fouelian, on outspeed et Écrapince tombe KO. C'était compliqué, mais heureusement tout s'est bien passé. Par contre, pas sûr que ce soit toujours le cas. On continue d'avancer, on arrive sur la route 7 qui est bloquée par un Ronflex, donc on passe directement sur la 6 pour aller récupérer la Pokéflûte au palais, et évidemment la route 6 c'est une nouvelle zone. On peut y rencontrer quelques trucs intéressants qu'on n'a pas le temps de checker parce qu'un Venipat se jette sur nous alors même qu'on s'engage à peine sur la route. Et là on a un choix relativement cornélien. Venipat, il a Roulade. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une capacité dont la puissance double à chaque tour, et il a touché les deux premières. La première a mis 6 points de dégâts, la deuxième 12, la troisième infligera donc théoriquement 24 points de dégâts. C'est exactement ce qui reste de points de vie à Cuven, ce qui veut dire que si on n'arrive pas à le capturer sur cette Pokéball-ci, Cuven est mort. Et évidemment switch sur un autre Pokémon c'est pas une option, tous les autres sont sensibles au type roche en dehors de Bulbizarre, mais le moindre coup critique le one shot et ce serait dommage de le sacrifier pour un énième type poison alors qu'on en a besoin pour la prochaine arène. Je considère que le risque ne vaut pas le coup, donc on va juste oublier Venipat. Pas de Pokémon sur cette route. Par contre, un dresseur qu'on est obligé d'affronter, notre petit Passe-Rouge passe au niveau 17 et il évolue en un très joli Brésillon.
On rattrape le coiffarel du palais, on assiste au joli feu d'artifice, c'est mignon, c'est sympa, c'est le capitalisme, on récupère la Pokéflûte, on réveille Ronflex, Vampigraine, Poudre Dodo, Super Ball, nouveau Pokémon. On commence à en avoir quelques-uns quand même, hein. On va pouvoir faire des trucs sympas. Et alors pour le coup, on a vraiment mis la main sur un monstre, parce que je sais pas si vous connaissez les stats de ce truc, mais ça fait vraiment beaucoup de points de vie pour un niveau 15. Et il a aussi beaucoup d'attaques, ce qui va être vachement sympa avec retour quand on aura monté son bonheur. On continue le chemin vers la prochaine ville, on attrape quelques Pokémon au passage, et on arrive à Roche-sur-Glyphe. Nouvelle zone, j'oublie ma table des types, donc Elsbach éclate le mascaillement qu'on croise, on rejoint la grotte étincelante, on y attrape un Osselet que j'oublie de renommer, donc on n'utilisera pas avant de pouvoir le faire, et on a notre premier contact avec la Team Flare. Et évidemment, aucun problème, les combats sont super faciles, et grâce au multi-exp, Cunes passe au niveau 21 et évolue en Apirène. Retenez bien ça, on va en reparler. Le scientifique au fond de la grotte nous offre un de ces deux fossiles, on choisit le fossile mâchoire qui nous donnera un Tyranidur, sauf que, on a déjà un Pokémon de la grotte étincelante, donc on pourra pas l'utiliser, du coup on le relâche. Bon, assez lambiné, il est temps d'avancer, la prochaine ville, c'est celle de la deuxième arène, et celle-là elle déconne pas. On a tous nos Pokémon entre les niveaux 20 et 22, la limite est fixée à 25, donc il faut qu'on fasse attention. Les deux qui vont surtout nous servir, c'est Herbizarre et Ronflex, parce qu'on sait que les deux autres vont se prendre de grosses mandales, à savoir que même si ça ferait quand même un peu chier, on peut se permettre de perdre Bulbizarre ici, de préférence pas avant d'avoir atteint le champion évidemment, hein, mais on peut se le permettre parce qu'après cette arène, il risque de plus être aussi intéressant. On essaie d'éviter le maximum de dresseurs, mais le premier est impossible à esquiver. Il a un Krabicoque et un Reliquante et il m'a vraiment fait peur parce que j'avais oublié de changer de Pokémon de tête. Je voulais commencer avec Herbizarre, mettre une poudre dodo, faire des trucs, mais j'ai été forcé de faire un swap d'urgence parce que je veux surtout pas voir Roussil mourir dans cette arène. Bref, on s'en sort laborieusement et on arrive devant le champion. On blinde les super bonbons jusqu'au niveau 24, la limite est à 25, ça devrait être gérable, mais dans cette arène, on n'aura véritablement que 2 Pokémon utiles, donc il faut quand même faire attention. On décide de commencer avec Seco, le Ronflex, parce que le Hamagara du champion connaît Onde Boréale. Ce serait gênant de se faire one-shot, alors on va chercher à mettre un bâillement avant de switch pour mettre des trancherbes. Et ça fonctionne pas de ouf, hein. Non, parce que c'est cool, hein, le bâillement passe, mais il a largement le temps de nous coller une cage éclair, et même si on lui met un crit sur trancherbe, non seulement il se fait pas one-shot, et en plus le champion utilise une hyper potion, il refait une cage éclair, et il one-shot Herbizarre avec un simple bélier. Désolé ma petite bibule. On n'a pas trop de choix, on est obligé de remettre Ronflex, on tente des léchouilles et la paralysie passe. Incroyable. On continue et visiblement c'est pas parce que l'adversaire a l'état qu'il est véritablement paralysé, apparemment il en a rien à foutre et on finit par le tomber à grands coups de langue. C'est là qu'on arrive devant le véritable monstre du combat parce que lui il colle de grandes patates. C'est pas compliqué, 2 morsures, Ronflex tombe. La seule solution pour pas se faire wipe, c'est d'envoyer Elsbach, le Prismillon. Là, on a 2 choix. Parasport, qui a 75% de chance de paralyser, puis 50% de chance d'immobiliser l'adversaire à chaque tour, ou Ultrason, qui a seulement 55% de chance de passer, puis 50% de chance de le faire se taper jusqu'à ce que la confusion parte. Évidemment, on choisit l'option safe, on utilise Parasport, Tyranidur est paralysé, mais il réussit quand même à attaquer. Adieu Elsbach. Rassure-toi, t'as fait tout ce qu'il fallait parce que maintenant c'est le tour de Cunes. Après une première piqûre, Tyranidur perd la moitié de sa vie restante et il est paralysé. Une seconde piqûre le laisse à 2 HP. Il lance à son tour Tombe-Roche, puissance de 60. Apirène est de type insecte-vol, elle a donc une double faiblesse et prend x4 sur les dégâts. C'était extrêmement inattendu, mais visiblement Apirène c'est un gigamur, donc on remporte ce deuxième badge. Bon, le level cap de la 3ème arène, il est à 32, celui de la 4ème, il est à 34 et celui de la 5ème, il est à 37. Ça veut dire entre autres qu'on peut pas vraiment se permettre de trop se rapprocher de la limite actuelle si on veut pas dépasser rapidement les suivantes. On vient aussi de débloquer de nouvelles zones et qui dit nouvelle zone, dit nouveaux Pokémon. Au nord, on a la route 10 et sur cette route, on peut trouver quelques trucs sympas, notamment Evoli, et Evoli, il peut évoluer en un Pokémon que j'aime beaucoup pour plusieurs raisons, comme par exemple sa palette de couleurs, ceux qui savent, je parle ici de Nymphalie. J'ai donc décidé de me tourner vers les fleurs jaunes parce que c'est l'endroit où il a le plus de chances d'apparaître et justement, on a de la chance. Bon, il m'a quand même fait un petit peu peur. Brésillon a le talent Corps Ardent, qui a une chance de brûler l'adversaire en cas de contact. Heureusement qu'Evoli connaît naturellement Régénération, sinon on l'aurait tout simplement pas eu parce que ce petit con refusait d'entrer dans sa Pokéball. Alors, pour le faire évoluer en ce qu'on cherche, c'est une condition un peu particulière. Il faut faire de la Poké-Récré. C'est un truc qui a été rajouté au passage à la 6G et donc en gros, on joue avec nos Pokémon, on leur donne à manger, on leur fait des papouilles. Enfin bref, ils gagnent de l'affection pour nous et certains Pokémon évoluent en fonction de l'affection qu'ils nous portent, comme c'est le cas pour qu'Evoli évolue en Nymphalie. En clair, on doit lui faire un max de câlins, mais c'est pas tout. Pour pouvoir évoluer en Nymphalie, Evoli doit en plus de ça connaître une capacité de type fée au moment où il gagne un niveau. C'est une galère à expliquer, j'ai la flemme, ça va juste alourdir la vidéo, alors pour faire simple, pour l'instant on n'aura pas un bon setup, donc on va garder Evoli dans le PC le temps d'avoir accès aux capacités qui nous intéressent. On avance jusqu'à cette dresseuse. Cette dresseuse qui a un Incelourdo. Un Incelourdo qui connaît pouvoir antique. C'était pas prévu.
Qven, désolé, c'est ma faute. On règle son compte à la Team Flare, ils sont pas très forts de toute façon et Q-Ness est surprenamment efficace, c'est pas que je m'attendais pas à ce qu'elle s'en sorte, mais elle a accès à Rayon Jet, mais on lui fait tenir une pierre dure et ça la rend plutôt violente en plus d'être naturellement assez tanky. C'est pas mal, c'est vraiment pas mal. On finit par déboucher sur Cromlar. Oui, ça se prononce comme ça. Cromlar. Donc on finit par déboucher sur Cromlar, on fait avancer l'histoire et on se fait aggro par la championne de la ville suivante qui veut faire un duel avec ses deux Lucario. Alors Q-Ness n'a pas d'attaque super efficace contre le double type combat acier, mais elle n'a aucune faiblesse et tank très bien. On gère le premier avec Tornade et notre défense assez haute, le seul problème c'est que le deuxième il a Dance Lame, donc il faut qu'on la joue finement. On peut pas rester sur notre Apirène parce qu'on pourra jamais gérer un Lucario bien full boost, il tapera trop fort et on se fera juste one shot en boucle. On s'en aperçoit dès qu'il lance la première Dance Lame, donc on switch en réponse sur Roussil et on tente une Nitro-Charge. Ça passe et c'est un one shot pur et simple. Problème réglé, combat terminé, on avance, on rejoint la route 11, nouveau Pokémon, Nidorino. On arrive maintenant dans la grotte miroitante. Il y a quelques trucs sympathiques, quelques Pokémon intéressants et j'ai vraiment pas l'habitude de faire des Nuzlocke parce que j'ai littéralement fui devant l'un des Pokémon défensifs les plus efficaces de la version, si ce n'est le Pokémon qui aurait pu nous faire gagner. Et c'est trop tard. J'ai pas le droit de vous dire que je l'ai eu. J'ai fui devant Grindur. Grindur qui évolue en eau acier. Littéralement le troisième Pokémon le plus utilisé en stratégie dans la génération, et le deuxième le plus utilisé en format Overuse dans 8ème génération. Vraiment c'est absolument terrible. Bref, on arrive à Yantrace, la ville de la 3ème arène. L'histoire nous amène visiblement dans l'antre des Furies, et c'est là qu'on va se battre pour la première fois contre Kalem. Il a un Mystigrix, un Absol et un Croaporal, et honnêtement il fait pas très peur. 2 piqûres suffisent à se débarrasser de Mystigrix, on temporise quelques tours avec Appel Soin le temps que son mur lumière tombe, et on caillasse Absol une fois qu'on peut le faire sans que les dégâts soient réduit. Arrive alors son Croaporal qui ne connaît visiblement que Vive Attaque et Vibraqua, les deux capacités sont relativement faibles, le crapaud d'en face est pas non plus excessivement puissant, bref, un combat quasiment impossible à perdre tant qu'on a Q-Ness en tête avec des PP sur Appel Soin. A partir d'ici, la prochaine étape, c'est l'arène. On fait un petit tour très rapido, centre Pokémon, et on part se la faire. On a croisé la championne un peu plus tôt avec ses deux Lucario, on sait donc que c'est une arène de type combat, et le type combat, c'est faible face au type vol et au type psy, et c'est pas super fort contre le type insecte. Ça tombe bien, Q-Ness est de type insecte-vol, et Start connaît Rafale Psy. Mais on a aussi un Pokémon dont j'ai pas encore parlé, et qui peut faire la surprise. On l'a attrapé à l'entre-Nosferapti, c'est un... Nosferapti. Ouais, pas une grande surprise. Les dresseurs représentent pas vraiment un grand danger, le seul problème c'est que Q-Ness s'approche dangereusement du niveau 32 qui est la limite à ne pas dépasser pour se battre. Sachant que c'est notre arme principale pour tomber la championne et qu'on peut pas esquiver les dresseurs, on va devoir changer de Pokémon de tête. On va donc choisir Kiwi, notre Nosferalto, parce qu'elle connaît Tranchère, alors elle tape pas assez fort pour one shot, mais c'est largement suffisant pour gagner les combats en 2 tours et sans se prendre trop la tête. Bref, maintenant la championne. En fait, elle fait pas trop peur. Il y a que son match-upper qui connaît Tombroche, c'est la capacité qui nous a coûté Hellsback à l'arène précédente, et vu son attaque, il suffit qu'on se la prenne une fois, et je pense que c'est fini pour un de nos Pokémon efficaces dans cette arène. Heureusement, on a Nirvite dans l'équipe, Avaltou est de type poison pur, c'est un sac à PV, et il a une défense correcte, il a plaquage, il a détritus, il peut tenir. On remet Q-Ness en premier, et on commence la bagarre. 2 tornades et le Kung Fu de la championne retourne dans sa Pokéball. Elle envoie son match-upper, on switch donc sur Nirvite, et comme prévu, il tank très bien le Tombroche. On expérimente un peu les dégâts de détritus et de plaquage pendant que Match-Hopper lance point boost et gros yeux, on le paralyse et juste avant qu'on le termine, la championne utilise une hyper potion. Extrêmement agréable, mais encore plus quand elle passe à travers la paralysie pour lancer un Tombroche en coup critique. On remplace Avaltou par Mangriffe dans l'objectif de lancer Vive Attaque pour finir Match-Hopper. Nouveau problème, ou plutôt problème récurrent, la championne utilise encore une hyper potion. L'avantage c'est que Poon étant de type normal, on sait que notre adversaire va sûrement préférer utiliser une capacité de type combat. On switch donc sur Nosferalto pour être sûr de tanker proprement le point boost et pouvoir répondre avec un Tranchère bien placé. Le dernier Pokémon est un Brutalibré, on tente une onde folie qui touche mais n'a aucun effet, puis on spam les Tranchères pendant que l'ennemi utilise Flying Press et on termine le combat avec un mort. C'est un peu terrible quand on y pense, mais malheureusement, on peut pas faire grand chose contre les coups critiques. Nirvite, ce fut court, mais intense. Mais vachement court quand même. On dépose Nirvite dans la boîte avec les autres copains tombés en combat et on le remplace par Saucisson Nature, le Nidorino qu'on a trouvé juste avant la grotte miroitante. Sauf qu'il y avait une pierre lune dans cette grotte, donc c'est un Nidoking. On retourne à la tour des Furies, on récupère le méga anneau et un Lucario au passage, qui meurt directement sur un coup critique. C'est un peu ridicule quand même.
Bon, depuis qu'on a battu la championne à l'arène, le level cap est passé à 34. Problème, Kunes est passé niveau 33 quand on a fait évoluer Nidoking, ce qui veut dire qu'elle est à la moitié de son niveau 34 et il nous reste encore une arène à faire, quelques dresseurs sur le chemin et quand on y réfléchit, un Pokémon insecte vol c'est quand même relativement comparable à un gros bazooka quand on parle de taper sur une arène plante. Du coup on va la mettre dans le PC en attendant d'arriver à l'arène et on prend notre nouveau Pokémon à la place, X-Bird, le Goélise. On le gave de super bonbons, il évolue en Béquipant, on apprend Surf face aussi son nature et on arrive à Porte-en-Pair sans affronter le moindre dresseur. On prend le petit train pour rejoindre la ville basse, on trigger un nouveau combat contre Kalem qui a toujours la même équipe et c'est encore une fois de la pisse de chat, on lui éclate le visage sans aucun souci. En dehors de Kiwi, notre Nosferalto qui monte niveau 34. Alors on est pile sur la limite, mais ça veut dire qu'on pourra pas l'utiliser autant qu'on le voudrait dans l'arène si on veut pas dépasser le niveau maximum et qu'on va devoir la laisser dans le PC pour l'instant. Bon, l'avantage c'est qu'elle évolue en os en fer en même temps, dans l'idée, ça reste quand même positif. On s'attaque donc à l'arène qui est de type plante. Je décide ici d'utiliser un Pokémon qui traîne dans l'équipe depuis quelques temps quand même, mais qui n'a pas encore eu son heure de gloire. Dardarnian. Le fait est qu'il a une vitesse relativement correcte ainsi qu'une bonne stat d'attaque et qu'il connaît Darnuer. Alors Darnuer c'est pas terrible, c'est une question de chance, mais on a le double type insecte poison, donc double résistance face au type plante, alors on peut clairement se permettre une folie. Une fois qu'on a passé les 3 dresseurs obligatoires, on récupère Kunes et Kiwi, on met Kiwi en première position et on lave le cul du champion. Littéralement, ça aura pris 3 acrobaties, et un bélier du chevron du champion qui s'est fini lui-même du coup. Du coup on a oblitéré la 4ème arène qui est au passage probablement la plus simple de la version après l'arène insecte. Et là, on a un problème. Le prochain level cap est à 37, Kiwi est passé au niveau 35 à la fin du combat et la quasi-totalité de l'équipe est déjà niveau 34. Le problème, c'est qu'on a encore la centrale à passer avant d'arriver à la prochaine arène qui, une fois qu'on l'aura battue, fera monter la limite de niveau à 42. Si on continue comme ça, j'ai très peur de devenir le premier challenger au monde à ne pas pouvoir finir son Nuzlocke parce qu'il dépasse la limite de niveau. On va donc devoir improviser. Déjà, on va désactiver le multi-exp. Ensuite, on arrive dans une nouvelle zone et donc forcément, on peut récupérer un nouveau Pokémon. Et Gricknot, c'est le meilleur qu'on aurait pu avoir. Reste plus qu'à le capturer, fort heureusement Poon connaît Fauchage qui laissera forcément au moins un PV à sa cible, on peut donc l'attraper en toute sécurité. Une fois que c'est fait, on se dirige vers la centrale, un sbire de la Team Flare nous arrête et X-Bird tombe au combat. Tu étais brave, mais pas très fort. Mais brave, promis t'as été utile. Je crois. Mais j'avoue que Léviator a le même double type et me paraît un poil meilleur. Non mais je cherche pas la bagarre, c'est juste que bon, Béquipant... Enfin voilà quoi. Bref, sur le retour, un trio piqueur met un piétisol dans la tronche de Saucisson Nature qui se fait one shot. Et décidément, si ça continue comme ça, on risque de pas l'atteindre cette limite de niveau. J'ai presque envie de dire que ça sent le roussil. Bon, on se farcit la centrale et c'est une belle galère à cause de la limite d'XP, on fait littéralement des allers-retours au centre quasiment à chaque combat, mais petit à petit on s'en sort, on gratte du terrain et on finit par arriver devant les admins de la Team Flare. Là encore, rien de très compliqué, ils prennent ce qu'ils doivent prendre, ça passe tout seul et on libère la centrale sans transpirer. C'est quand même assez fou de se dire qu'un trio piqueur sauvage à l'extérieur nous a tué autant de Pokémon qu'une organisation criminelle entière qui a pris une centrale électrique d'assaut. Enfin bref, maintenant qu'on a réglé le problème, on peut continuer notre chemin vers Illumis où on va se taper la 5ème arène. Mais avant ça, on a un petit truc à faire. On a capturé un Osley un peu plus tôt dans l'aventure et j'avais oublié de le renommer. Du coup, comme il va probablement être super utile dans l'arène, il va falloir qu'on aille voir le spécialiste des noms. Il est pas très loin, juste là, dans la ville un petit peu avant l'endroit où on avait capturé Ronflex. Osley se voit donc affublé du magnifique surnom Rimon. Je sais pas vous, mais moi je trouve que c'est logique. L'arène d'Illumis, c'est une arène de type électrique. Les attaques électriques sont inefficaces sur le type sol, alors que les attaques de type sol sont super efficaces sur le type électrique. Ossature sera donc évidemment tout désigné pour casser l'arène en deux. Sans surprise, tous les dresseurs se font latter les dents, mais le champion commence avec un Emolga, et Emolga, c'est un peu relou. Il est certes de type électrique, mais aussi de type vol, donc il n'est pas affecté par le sol. Deuxième chose, le second Pokémon du champion, c'est un Magnéton. Pour éviter de prendre des dégâts inutilement, j'aurais tendance à penser que ce serait sympa d'ouvrir avec un Pokémon qui pourra s'occuper des deux sans trop de problèmes parce que Ossature c'est pas véritablement un symbole de rapidité et sa résistance est pas forcément très élevée. On a deux choix pour commencer, Start qui a évolué en Gouplin juste avant de lancer le champion et qui pourra utiliser Feu ensorcelé pour faire fondre Magnéton, ou Yumea qui a une attaque correcte en plus d'avoir le type sol et qui pourra donc mettre de grandes tatanes à Emolga avant d'enchaîner sur des tunnels pour tomber Magnéton. Mon choix va encore une fois être celui de la sécurité, c'est une arène de type électrique et même si aucun des Pokémon du champion ne connaît Cage Éclair, son Emolga a le talent statique. Et si vous avez déjà vu plus d'un de mes challenges, vous devez déjà être au courant d'à quel point je déteste la paralysie. On va donc partir sur Gouplin parce que statique n'agit que s'il y a contact avec l'adversaire et Feu ensorcelé est une capacité sans contact. Après deux lancements de la capacité, Emolga tombe KO, la fermeté de Magnéton l'empêche de se faire one shot, il utilise une hyper potion, on continue de taper et on finit par tomber le Pokémon adverse. Le champion envoie son dernier Pokémon, on switch sur Ossature, un Osmerang et on décroche le 5ème badge. Facile.
La suite de l'aventure se trouve sur la route 14. On croise ici une nouvelle fois Kalem qui veut une nouvelle fois nous affronter. Et bon, on va pas se le cacher, dans toute la version, ce sera pas un problème avant le dernier combat contre lui. On a la chance d'avoir Kunes de notre côté qui peut limite se faire toute son équipe sans problème. Il y a juste Amphinobi qui fait un peu de dégâts, mais c'est pas grand chose au final. On peut le gérer avec tellement d'autres Pokémon que c'est loin d'être un danger. On continue sur la route, c'est une nouvelle zone et ici on peut trouver différents trucs. Boostifleur, Spectrum, Marest, Rapion, Escargome, on pourrait même avoir un Barbicha avec la Megacan, mais évidemment on l'a pas, du coup on écarte l'idée, on s'avance dans les marécages, et on rencontre un Mucuscule. En l'état c'est pas incroyable, mais son évolution est beaucoup plus intéressante, et si jamais on a le malheur de perdre Karmash en cours de route, on sait qu'on aura toujours un autre type dragon sous la main, légèrement plus axé sur le spécial, avec une très bonne résistance et une magnifique couverture de type. Après avoir battu quelques dresseurs, en avoir esquivé quelques autres et visité une maison hantée avec un majordome qui essaye de nous arnaquer des thunes, on se retrouve à Romans-sous-Bois. L'arène est directement accessible, le level cap est à 42, on esquive tous les dresseurs qui la défendent et on arrive devant la championne qui utilise des Pokémon de type fée. Le type fée, c'est un type un peu particulier. Il est très efficace sur le type dragon et littéralement non affecté par leur capacité, donc sur le papier, utiliser Karmash semble plutôt suicidaire, mais ils sont généralement assez peu efficaces face au type feu. La championne commencera toujours avec un Misdibule de type acier fée, on décide donc d'ouvrir avec Gouplin, un feu ensorcelé, c'est un one shot, et Valériane envoie Nymphalie. Il spam les météores, les dégâts sont relativement faibles, on en profite donc pour voir les dégâts qu'on fait avec Nitro Charge et Choc Psy qui semble être une bien meilleure option, et pour cause. Le fonctionnement habituel des capacités qui font des dégâts est régi par le genre de l'attaque, physique ou spéciale. Les attaques physiques utilisent la stat d'attaque du lanceur et la stat de défense de la cible, quand les attaques spéciales utilisent la stat d'attaque spéciale du lanceur et la stat de défense spéciale de la cible. Nitro Charge est une attaque physique et Gouplin ayant une stat d'attaque moyenne, ses dégâts seront modérés sur la défense moyenne de Nymphalie. Suivant le même principe, si on avait utilisé Feu ensorcelé sur la défense spéciale élevée de Nymphalie, les dégâts auraient également été relativement modérés. Mais Choc Psy, c'est une attaque un peu particulière. Elle est effectivement considérée comme une attaque spéciale, mais possède la particularité de mettre en jeu non pas la défense spéciale de la cible comme une attaque spéciale classique le ferait, mais sa défense, et ce en utilisant toujours la stat d'attaque spéciale du lanceur. Choc Psy compare donc l'attaque spéciale du lanceur avec la défense de la cible, Gouplin a 114 d'attaque spéciale, Nymphalie a 65 de défense, il prend donc ce qu'on appelle communément un gros chassé croisé dans la bouche. Le dernier Pokémon de la championne est un Monsieur Mime qui utilise les deux attaques de barrière, Mur Lumière et Protection, qui divisent par deux les dégâts respectifs des attaques spéciales et physiques. Monsieur Mime étant de type Psy, Choc Psy sera moins intéressant, on alternera donc entre Feu ensorcelé et Nitro Charge pour faire le plus de dégâts possible en fonction des murs actifs et terminer le combat en grattant doucement mais sûrement l'adversaire. Le 6ème badge en poche, on se dirige maintenant à l'usine de Pokéball prise d'assaut par la Team Flare. Encore une fois, rien de bien compliqué, c'est très basique, on utilise Apirène en tant que gros mur pour sécuriser la traversée, et Yunea, le Karmash, est excessivement efficace pour se débarrasser des Démolos et l'exprint des admins. On délivre le PDG, visiblement encore un milliardaire incapable de se débrouiller sans exploiter des enfants, et en échange de lui avoir sauvé la vie, il nous donne une pépite d'or et une Master Ball. Ouais bah si c'est tout ce que ça vaut à ses yeux, au final je suis pas choqué qu'il exploite celle de ses employés. La 7ème arène se trouve à Flussel et pour y aller, pour l'instant il n'y a qu'une seule route, la route 15. C'est une nouvelle zone, ça veut dire qu'on peut attraper un nouveau Pokémon. On entre dans les hautes herbes et on tombe sur une horde de cornèbres. On en tabasse 4, on attrape le dernier et on continue notre chemin jusqu'à ce dresseur, contre lequel j'ai oublié que Prescience faisait des dégâts. Beaucoup de dégâts. Ouais. Bon bah on dépose Kiwi dans le PC, on récupère Cornèbre, on lui apprend vol et c'est le moment où on va retourner sur la route qu'on a volontairement ignorée plus tôt, juste avant la première arène. Ici, en utilisant la canne, on peut pêcher un Pokémon mythique, que dis-je emblématique, je parle bien évidemment de Magikarp. Je pense que j'ai pas besoin de le présenter, Magikarp c'est le Kinder Surprise de la première génération, le Pokémon inutile qui évolue en l'un des plus charismatiques et appréciés, mais surtout en un très bon et très accessible Dragon Dancer. On a perdu Elsbach assez tôt dans la partie et c'était lui qui était supposé prendre ce rôle avec Papillodance, et c'est vrai que sur le papier, ça aurait probablement été bancal. On parle quand même d'un Prismillon et quand on compare ses stats à celles de Léviator, on comprend pourquoi on préférera choisir ce gros serpent de mer plutôt qu'un petit papillon. Sur le chemin du retour, on repasse par Illumis et on a 3 trucs super importants à y faire. Déjà, on apprend à faire des backflips, c'est une compétence absolument essentielle, si vous savez pas au minimum faire ça, vraiment, je sais pas ce que vous faites de votre vie. Ensuite, on change de tenue, parce que c'est archi important d'avoir d'autres vêtements quand on voyage sur plusieurs jours. Pour finir, on va s'occuper de ses cheveux tout secs et cassants là, parce que vraiment, ça va pas du tout. Ouais, je sais, ça devrait pas être à moi de parler de ça.
On retourne à Romans-sous-Bois, on rachète un max de repousse et on fait le chemin vers la prochaine ville d'une traite. Et cette prochaine ville, c'est La Frescale, l'endroit où on trouve le maître des capacités. C'est grâce à lui qu'on va pouvoir régler notre problème d'évolution. Je l'ai déjà expliqué tout à l'heure, pour évoluer en Nymphalie, Evoli doit avoir au moins 2 cœurs d'affection à la Pokérécré, en plus de monter de niveau, alors qu'il a dans son set d'attaque au moins une capacité de type fée. Il en apprend 2, regard touchant au niveau 9 et charme au niveau 29, mais le principe d'avoir Nymphalie, c'est pas seulement d'avoir un Pokémon de type fée dans l'équipe, c'est aussi d'avoir un set d'attaque qui correspond au type fée. Au moment où on l'a attrapé, en théorie, on aurait pu le faire évoluer, mais c'était pas vraiment intéressant puisqu'on n'avait pas encore accès à la moindre capacité offensive de ce type à ce moment-là. Bref, je préfère le faire évoluer maintenant puisqu'on a accès au maître des capacités qui va nous permettre de réapprendre une attaque que je trouve personnellement extrêmement utile, Vampi Baiser. C'est tout simple, c'est une attaque qui vole de la vie. Et quand t'as pas le droit d'utiliser d'objets en combat, c'est quand même plutôt cool de pouvoir se soigner d'une façon ou d'une autre. Une fois Vampi Baiser réappris, on le gave de super bonbons pour le faire monter de niveau, et une fois niveau 37, il apprend Pouvoir Lunaire, une autre capacité de type fée, mais qui s'axe beaucoup plus sur les dégâts et qui va faire de Mérisium un boulet de démolition. Mais assez d'explications pour l'instant, on a un challenge à terminer. Pour continuer l'aventure, on doit passer par la caverne gelée. Beaucoup de dresseurs qui s'y trouvent sont esquivables à condition de savoir où et comment passer. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais moi ça fait depuis le dernier challenge que j'ai pas touché à Pokémon. Et même plus, ça fait depuis le dernier challenge sur cette version que je suis pas rentré dans cette grotte. Et ouais, là ça commence à dater un petit peu. Du coup forcément, ce qui devait arriver arrive et on trigger le combat double. Super, c'est probablement le truc le plus dangereux qui puisse arriver et j'ai en plus de ça misclick sur la mauvaise attaque. Au lieu de lancer tranche avec Mangriffe, je lance Coup-Croix, une attaque de type insecte, donc pas très efficace sur le type combat et on manque de peu le chaos sur le Hariyama adverse, ce qui est gênant compte tenu de l'immense claque que prend Poon en retour. Ouais, celle-là, elle est terrible. Bon, retour d'urgence au centre, on dépose Poon avec les autres soldats et on récupère Narosaka, le cornèbre, qui d'ailleurs nous sera très certainement super utile pour la prochaine arène. On termine la caverne, c'est la Team Flare donc c'est toujours aussi simple, on ressort et on part vers l'est en direction de Flucel. Et là, c'est une route gelée à dos de Mamochon. On y rencontre un cas d'oiseau, un petit piaf qui pourrait faire l'objet d'un mono challenge à lui tout seul, on l'attrape sans grande conviction, on pleure, on continue notre chemin et on arrive à Flucel. Ici, changement drastique d'ambiance. D'un côté du bâtiment, la neige, le froid, la tempête, le blizzard, et de l'autre, la mer, la plage, la beauté du rivage. Là vraiment, la route Mamochon, c'est un microclimat. Hein. Bon, ici, on a la 7ème arène. On met une nouvelle fois la fessée à Kalem, puis on entre. C'est celle du type Psy. On a Narosaka qui est de type Ténèbres, qui counter naturellement le Psy. On a Cunes qui est de type Insecte, donc qui a aussi un avantage certain ici, et qui agit depuis le début de l'aventure comme un formidable mur de défense. Et on a Start qui possède le type Psy, et qui donc résistera facilement aux attaques de ce type, mais qui rajoute par-dessus le feu, donc il va aussi pouvoir mettre de grosses mandales. Bon, sur le papier, on devrait pouvoir s'en sortir assez facilement. Dans la réalité, Narosaka meurt sur le seul Pokémon du premier dresseur de l'arène. Bon, en même temps, vu ses stats, je sais pas à quoi je m'attendais, et le seul moyen de la faire évoluer, c'était la Pierre Nuit qui se trouve dans une grotte après Flucel. On la met avec les autres, on récupère Béboucarmage dans le PC, on y retourne, on esquive la totalité des autres dresseurs, et on se retrouve devant la championne de l'arène, Astera. Son premier Pokémon, c'est un Cryptéro de type Volpsy. Il connaît Psycho, Lame d'Air et les 2 compétences de Mur, Lumière et Protection. On décide de commencer avec Léviator, on lance 2 Dragon Dance, 2 coups de Crogivre, et Cryptéro tombe KO. Elle envoie ensuite Rwagada, type Opsy, et Léviator connaît Tonnerre, donc on devrait pouvoir s'en sortir. Eh bah non. Vraiment pas. Switch d'urgence, Yuumea tank très bien le type roche et Rwagada n'a pas de capacité eau. On lance une première Dracogriffe, elle fait de bons dégâts, il répond avec plénitude, deuxième Dracogriffe, coup critique, c'est un KO. Son dernier Pokémon, Mystigrix, utilise Bluff et lance ensuite Plénitude, prend une première Dracogriffe qui lui retire un petit quart de PV, il lance en réponse Psycho, et Yuumea perd toute sa vie restante d'un seul coup. Bon, là c'est vraiment dur, car Chakroc c'était notre arme principale contre 3 des membres du Conseil 4, et il aurait clairement pu s'en sortir contre le 4ème, c'est entièrement ma faute, j'aurais dû retirer Yuumea, y a aucune excuse, c'est juste moi, c'est tout. On le remplace par Cunes, elle prend un psycho coup critique qui lui enlève 75% de ses PV, on répond avec appel attaque, coup normal, super efficace, one shot. Nouveau badge, nouveau cap de niveau, et celui-ci il est assez grand, la limite passe du niveau 48 au niveau 59. Il y a à nouveau une raison, on va encore devoir faire un détour avant de passer à la 8ème et dernière arène, parce que Lysandre, un personnage récurrent duquel j'ai pas encore parlé parce que j'ai un peu la flemme de vous raconter toute l'histoire, j'avoue. Donc Lysandre pète littéralement un plomb, et comme dans presque tous les jeux Pokémon, il décide de réveiller un Pokémon légendaire pour utiliser son énergie et faire table rase parce qu'il en a marre de la violence de l'être humain, tout ça, bref, pour faire simple, il veut détruire le monde.
Ouais, vous avez bien entendu, hein, il en a marre de la violence de l'être humain, mais il veut détruire le monde. Mais c'est pas grave, c'est un bon signe pour nous parce que ça veut dire qu'on va devoir affronter un Pokémon légendaire dans un endroit bien spécifique, dans lequel il sera le seul Pokémon sauvage. Et je me permets de vous rappeler qu'on a reçu une Master Ball d'un milliardaire un peu plus tôt dans l'aventure, donc tant qu'on arrivera à passer la Team Flare, on devrait être plutôt heureux à la fin de la journée. Bref, on dépose Yumeha dans le PC avec les autres, la boîte commence à se remplir doucement et c'est vachement triste, mais si on se dépêche pas d'arrêter Lysandre, il y aura pas que des Pokémon dans cette boîte. On se retourne à Illumis, on passe casser les dents des serveurs au café Lysandre, on entre par la porte dérobée et on arrive devant le monsieur en colère. Alors, là ça va être un peu particulier. On arrive en gros sur une session de 3 combats avec Lysandre qui seront globalement les mêmes, entrecoupés par quelques petits combats contre les sous-fifs de la Team Flare. Qu'on s'entende bien, la Team Flare, j'arrête pas de le dire depuis le début de l'aventure, c'est vraiment de la pisse de chat. Ils valent rien, ils se font péter le fiac en boucle et à leur place, j'aurais déjà abandonné. Lysandre, de son côté, c'est un poil plus compliqué. Le premier combat contre lui, il passe sans problème, c'est juste l'affaire d'un ou deux switch pour jouer avec le bon type et abuser de l'IA super agressif qui cherche toujours à utiliser des moves super efficaces. Le deuxième, c'est pas à Illumis, mais à Cromlar. Ils ont planté une grosse fleur de cristal en plein milieu du bourg et installé une planque un peu au nord de la ville, et c'est là que Lysandre nous attend pour le deuxième face à face. Son équipe, elle change pas, en dehors de son Kung Fuin et de son Cornèbre qui ont évolué, on est encore une fois sensiblement sur le même combat. Aucune surprise, on applique la même stratégie d'abus de l'IA et ça passe tranquillement avec un peu de réflexion. Un peu plus loin dans la planque, après avoir battu les 4 admins qui nous barraient le passage, on se retrouve devant Xerneas, on utilise la Master Ball et on décide de l'intégrer à l'équipe en échange de Rimon, qui même s'il a remarquablement bien remplacé Carmage contre les sbires de la Team Flare, risque grandement de se manger des chassés croisés dans ce qui nous attend maintenant, à savoir le troisième combat contre Lysandre. Et bon, je vous en parle depuis une bonne minute et c'est vrai qu'avec notre équipe de base, ça aurait pu être compliqué sur une erreur. Mais là on a Xerneas de notre côté quand même. Pas si vous vous rendez compte du bousin, mais on est sur ce genre de truc. En gros, vous prenez Apiren, vous lui donnez à peu près la même défense, plus d'attaque spéciale, plus de PV, plus de vitesse et probablement le type le plus fumé de la version et vous obtenez Xerneas. J'arrête pas de dire que Cunes fait un taf formidable depuis le début de l'aventure, ben là on vient probablement d'attraper son relais pour le conseil 4. Là aussi on en reparlera. Bloomeria éclate donc Lysandre à grands coups de pouvoir lunaire, on préserve encore une fois le monde de la dévastation et à défaut de rallier tous les peuples à notre nation, on s'envole à nouveau vers Flucel et on se dirige vers le sud en direction d'Ofraclé-Congère, la ville de la 8ème arène. Mais on a un problème. La limite de niveau est fixée à 59 et Mérisium, le Nymphali, est niveau 57. Il nous reste encore une route à traverser, 3 combats contre les 3 rivaux mineurs, potentiellement quelques dresseurs et une arène avec 4 dresseurs non esquivables à passer également. En gros, elle va à coup sûr dépasser la limite de niveau si on la garde avec nous. On a déjà Xerneas qui possède le même type et globalement de meilleures stats, mais si on la dépose dans le PC, on aura quand même une place de libre dans l'équipe. On s'engage donc sur la route 18 pour lui trouver un remplaçant. Si on regarde un peu, on constate la présence de pas mal de Pokémon, mais il y en a un qui m'intéresse tout particulièrement et pour une raison toute simple. Fermite possède le double type insecte-acier. L'avantage de ce double type, c'est qu'il n'a qu'une seule faiblesse face au type feu, pour 7 résistances face au type normal, glace, psy, insecte, dragon, acier et fée, une double résistance face au type plante et une insensibilité au type poison. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie là. La prochaine arène est de type glace, les attaques de type fée sont monnaie courante dans la version, il y a littéralement un membre du conseil 4 spécialisé dans le type dragon et qui n'a qu'une seule attaque feu. Dianthea, donc le maître de la ligue, a 2 Pokémon de type dragon, un fée psy, un roche glace, un type vol et un type plante. Non vraiment, il y a rien à dire, c'est le Pokémon parfait pour cette fin d'aventure. Et en plus de ça, il a peut-être pas des stats défensives très élevés, mais il a une très bonne attaque et une très bonne vitesse. Ça veut dire qu'on va très facilement pouvoir faire des dingueries avec et one-shot les Pokémon sensibles à nos attaques. Et le mieux dans tout ça, c'est qu'il a 90% de chance d'apparaître dans les buissons. Il est littéralement impossible à manquer et si on le rate quand même sur cette route malgré ça, on a une nouvelle chance de l'attraper dans la grotte Kodak qui est vraiment juste à côté. C'est comme si le jeu lui-même nous disait « Attrape-le, prends ce Fermite !» Du coup, on va pas se gêner, hein. On l'attrape, on continue notre chemin et on arrive à Mosaïm. C'est ici qu'on a le deuxième combat contre le professeur Platane avec les 3 starters du Kanto. Ils sont tous niveau 50 et après 3 plénitudes, ils se font tous péter les dents à grands coups de psycho. On s'engage ensuite sur la route 19, on y rencontre un Drascore, on le capture, on avance encore et on se retrouve en face de Sana qui veut se taper. Son Delcati prend 2 têtes de fer, son Muplodocus prend 2 pouvoirs lunaires et son blindé pique n'aura besoin que d'un seul pour être mis au tapis. Tierno nous attrape ensuite par le col et nous force à l'affronter à son tour sans qu'on puisse se préparer. Pour éviter une attaque feu de son flambusard, on switch en urgence sur Léviator, on tank 2 acrobaties, on lance 2 surf et il envoie Roserad, reswitch sur Fermite, il tank 2 danse-fleurs dont une en coup critique, tandis qu'on one-shot presque la plante en face avec Tunnel, switch en urgence sur Start, mais Roserad subit la folie à cause de sa capacité et tombe KO, puis se fait remplacer par Colomar. Impossible pour Gouplin de faire face à ce truc là, c'est le contre parfait, donc on switch à nouveau en urgence, Cunes tank 2 coups de pince et se débarrasse du crabe avec 30% de sa vie restante.
À la sortie du combat, Trovato nous saute dessus à son tour sans nous laisser respirer et là je commence à baliser très fort parce qu'il nous reste pas beaucoup de vie. Mais apparemment Trovato est fair play parce qu'il soigne nos Pokémon juste avant le combat, ce qui est une très bonne chose. Son premier Pokémon est un Raichu qui tombe KO en un seul tunnel, son deuxième Pokémon est un Ptera qui utilise Ultrason, Olias frappe une fois lui-même, Ptera répond avec pouvoir antique, on sort de la confusion, on lance une tête de fer, c'est un one shot. Le dernier Pokémon est un Florges, nouvelle tête de fer et le combat s'achève en un seul coup. Quelques mètres plus loin, on arrive à Ofrak les Congères. On va chercher le champion dans la forêt, on tente de faire apparaître une horde de Décéliants de passage, mais ce sont des trompignons qui se présentent à nous. Le Pokémon est franchement inintéressant, donc je décide d'oublier ce que j'ai vu et de les laisser là où ils sont, parce que je considère que c'est important de préserver l'écosystème. Bref, la 8ème arène est de type glace, et comme on en a parlé tout à l'heure, on sait déjà qu'Oliarius sera très clairement dans son élément ici. Il est pas tout seul dans ce cas-là, Start étant de type feu, il va aussi clairement pouvoir s'amuser. Et vraiment, il y a absolument aucune surprise. Olia met un grand coup de tête à Blizzardroid, et les Serracrolés exagèrent du champion tombe en un lance-flamme. Au final, je sais pas quelle était l'arène la plus simple entre celle-ci et l'arène plante un peu plus tôt. Et enfin bref, c'est positif, quoique j'ai quand même l'impression qu'il n'y a plus vraiment de challenge. Ah. Bah moi, il faut vraiment que j'apprenne à me taire, hein. Ok, la route victoire. Le vrai problème de cet endroit, c'est pas la route elle-même. Ça va, c'est un petit labyrinthe, on a des repousses, on a appris à esquiver les dresseurs, et Kalem, il est toujours aussi mauvais. Non, le vrai souci de cet endroit, c'est cette grosse connasse. Elle a un Givrali, lui on s'en balance, un lance-flamme et il n'y a plus personne, mais il est suivi de très près par ce truc. Et alors, il va falloir m'expliquer comment une capacité qui a que 30% de chance de paralyser sa cible réussit à le faire 5 fois d'affilée dès que je décide de switch sur un nouveau Pokémon. L'aventure a failli s'arrêter là pour plusieurs d'entre eux, et pour moi aussi d'ailleurs, vu l'état dans lequel l'équipe s'est retrouvée à la fin du combat. Bref, on arrive enfin à la dernière étape de notre périple, à savoir la Ligue Pokémon. La Ligue, c'est le dernier obstacle qui se dresse entre nous et la réussite du challenge. Il est donc évident qu'on va faire quelques préparatifs. Déjà, Globule n'est qu'à son deuxième stade d'évolution. La condition pour qu'il atteigne le troisième, c'est de monter de niveau en étant sous la pluie ou le brouillard alors qu'il est au minimum niveau 50, donc on fait en sorte de remplir ces conditions, un super bonbon, et on a notre joli Muplodocus. Ensuite, pour le moment, Léviator utilisait Surf, probablement l'attaque de type eau la plus efficace puisque 100% de précision pour 90 de puissance, mais c'est une attaque spéciale. L'attaque de Léviator étant bien plus élevée que son attaque spéciale, je préfère lui faire oublier Surf pour lui apprendre Cascade à la place, une attaque avec 10 de puissance de moins, mais qui utilisera sa stat d'attaque pour faire des dégâts et qui infligera donc potentiellement beaucoup plus de dégâts. Pourquoi j'en parle que maintenant ? Tout simplement parce que c'est une CS et qu'on peut pas la remplacer quand on en a envie. On est obligé de la faire oublier par l'effaceur de capacité pour ensuite apprendre une nouvelle attaque, et ça, ça se fait pas avant la ligue parce qu'il y a besoin de Surf sur la route victoire. En ce qui concerne l'équipe, on a perdu pas mal de Pokémon qui auraient pu être pas mal efficaces ici, donc on va être obligé d'improviser un petit peu. Voici à quoi ressemble l'équipe finale. Je le rappelle, si tous les Pokémon de l'équipe tombent KO et que je perds totalement un combat, c'est la fin de l'aventure. Ça veut dire que si on perd sur la ligue, c'est finito. Donc il a fallu que je réfléchisse bien à quel Pokémon utiliser et surtout comment et contre quoi. Comme vous pouvez le constater, j'ai pris la décision de ne pas prendre Apiren malgré sa grande utilité tout au long de notre voyage. La raison est simple, tous les Pokémon de Malva la one-shot, elle serait pas très utile contre Narcisse, elle pourrait s'en sortir contre Timéo, mais quasiment tous les Pokémon de Dracena la one-shot, de même que quasiment tous les Pokémon de Dianthea, donc on va préférer la remplacer par Lily, le Drascore, qui va pouvoir exploiter sa couverture de type pour jouer contre à peu près tous les autres types de Pokémon de la ligue. Au niveau de la ligue en elle-même, elle est composée de 4 membres qu'on peut battre dans l'ordre qu'on veut. Malva utilise des Pokémon de type feu, Dracena s'est spécialisé dans le type dragon, Narcisse s'est tourné vers le type eau et Timéo est un chevalier de type acier. Pour finir, l'équipe de Dianthea est composée de Pokémon de type assez mixte, tous relativement emblématiques de la version. Dans l'idée, j'ai la sensation qu'avec notre équipe, le plus simple à battre de nos 4 adversaires sera Timéo. On a le type feu de start, on a Muplodocus et Léviator qui résistent vraiment bien et sont capables de sortir pas mal de dégâts, on a aussi Fermite qui peut lâcher ses meilleurs tunnels sur la plupart des Pokémon adverses. En gros, on part franchement confiant. On commence donc le combat avec Gouplin qui affrontera Trousselin. La stratégie est toute trouvée, on lance Plénitude autant de fois que possible, Trousselin étant relativement faible et n'ayant aucune attaque efficace contre Start, on peut setup tranquillement. Enfin ça c'est sur le papier. Dans les faits, Trousselin lance Tourmente qui empêche d'utiliser 2 fois la même attaque d'affilée, on est donc forcé d'utiliser Lance-Flamme en imaginant que 3 plénitudes seront suffisantes pour se débarrasser des autres Pokémon, et on se retrouve face à Tarinorm. On relance Plénitude parce qu'un +4 en défense spéciale permettra très largement de tanker ses rayons gemmes, et ça aurait été vrai s'il avait pas mis un sale coup critique d'entrée de jeu. Bien évidemment, il a fermeté, donc impossible de le tomber avec juste un lance-flamme, on tank un nouveau rayon gemme, Timéo utilise une hyper potion sur Tarinorm, on lance Nitro Charge pour augmenter la vitesse et préparer les face-à-face
face avec les deux prochains Pokémon, nouveau lance-flamme et il tombe finalement. On aimerait bien relancer un nouveau lance-flamme sur Cisaiox, mais malheureusement Tourmente reste actif tant que la cible ne quitte pas le terrain. On est donc obligé de switch parce qu'on pourra probablement pas le one-shot avec Nitrocharge, et comme Cisaiox n'a que des capacités physiques, toute la défense spéciale accumulée jusqu'à maintenant ne servira à rien contre lui. On envoie donc Fermite, on colle des claques à l'adversaire à grands coups de tunnel, on force une nouvelle hyper potion, et au moment d'achever Cisaiox, on oublie qu'il a Piste au point, qui est une capacité à priorité. Il prend l'initiative, et malheureusement, Oliarius n'a plus assez de PV, et sera la première victime de ce que j'appellerais le massacre de la ligue. Techniquement c'est chiant, mais dans les faits, dans un challenge où une mort est définitive, mieux vaut perdre un couteau suisse qui pourrait s'en sortir à peu près contre tous les membres de la ligue, plutôt qu'un des Pokémon vraiment essentiels pour passer un des membres en particulier, comme par exemple Muplodocus qui avec son type dragon et ses gros stats défensifs s'en sortira très bien contre Malva du type feu. On remplace Fermite par Shrokit, alias Léviator, et on commence à spammer Danse Draco, histoire de coller une grosse cascade dans la bouche de l'insecte en face de nous. Timéo envoie ensuite son Exagide, le dernier de ses Pokémon qui résiste à une première cascade et tombe après une seconde. Un mort, c'est pas terrible, mais ça aurait pu être pire. Au moins, on a encore les quelques-uns qu'il nous faut absolument pour passer les autres membres. On enchaîne avec Malva, on met Globule en premier dans l'équipe, on lui fait tenir un métronome pour accentuer la puissance d'eau croupie après chaque utilisation, et on lance le combat. 2 eaux croupies suffisent à passer Nemelios en échange de 2 mégaphones, et c'est là qu'on se rend compte que malgré qu'il soit bon en défense, Muplodocus a un petit problème de vitesse quand il s'agit d'affronter un Flambuzard. Désolé Globule, c'était pas censé s'arrêter aussitôt pour toi. On fait prendre le relais à Drascore, il tank un rapace avec brio et lance un tombe-roche dévastateur sur l'oiseau adverse qui finit au tapis en un seul coup. Malva envoie alors son Charter qui prend bien moins de dégâts que prévu, heureusement qu'il utilise pas séisme mais malédiction, et on choisit de switch sur Léviator pour lancer de grandes cascades. C'était une erreur. Shrokit, c'est encore ma faute. Désolé. On la remplace par Gouplin, on achève Charter avec un Psycho, et on fait finalement face à Lugulabre. On utilise Plénitude, à laquelle il répond par Balombre, et là on sent que c'est vraiment la merde, parce que ça fait un mal de chien Balombre. On tente un Psycho en espérant one-shot, mais Lugulabre résiste à pas grand-chose, répond avec une nouvelle Balombre, et tu start, qui nous suivait depuis le début de l'aventure. Ça fait déjà 3 morts sur ce combat, 4 au total depuis le début de la ligue, ça s'annonce compliqué. On remet Lily sur le terrain, Malva utilise une hyper potion pendant qu'on lance une première mâchouille, puis on outspeed et on achève le spectre avec une deuxième utilisation de cette même capacité. On va pas se le cacher, là ça commence à être dur. Rien n'est encore joué, mais je vous rappelle que perso je partais quand même relativement confiant. C'est ma faute, hein, j'ai pris beaucoup trop de risques, mais quand même. Bon, quoi qu'il en soit, mieux vaut se concentrer sur le positif. Pour l'instant, en dehors de Muplodocus qui est mort prématurément, on a réussi à garder en vie les Pokémon qui seront les plus à même de nous permettre de passer les 2 derniers membres du Conseil 4. Xerneas est de type fée, le counter naturel du type dragon, et il connaît Encornebois, une attaque de type plante qui vole de la vie et inflige beaucoup de dégâts, ce qui pourra être extrêmement utile contre Narcisse, le spécialiste du type eau. En plus de tout ça, il a d'excellentes stats offensives, de bonnes stats défensives, beaucoup de vie et pas mal de vitesse. En même temps, c'est le légendaire de la version, ce serait bizarre que ce soit pas le cas. Drascore de son côté, il est pas non plus en reste, il est de type poison ténèbres, il a des stats correctes et il a un move pool qui lui permet pas mal de choses. Mais ce qui va surtout nous intéresser ici, c'est de le mettre en premier quand on va taper sur Dracena. Son premier Pokémon, c'est un Cravaresh. Cravaresh, il est de type poison dragon et c'est un problème parce qu'il connaît Bomberk, une des attaques de type poison les plus puissantes, et le type poison est doublement efficace sur le type fée. On doit donc impérativement lui casser les dents avant de mettre Xerneas sur le terrain, sinon on prend le risque de le perdre pour rien. À l'image de la stratégie qu'on a utilisée contre Lysandre, on va ici abuser de l'IA et utiliser le talent de Drascore, Armure Baston, pour titiller les limites de la survie. On lance une première mâchouille qui fait relativement peu de dégâts, mais c'est déjà ça de prix, et on enchaîne avec un tombe roche pour voir si on peut pas en faire un peu plus. Pendant ce temps-là, Cravaresh enchaîne les Dracochocs, et c'est là qu'est toute l'astuce. Drascore est de type poison. L'IA dit donc à Cravaresh que ses attaques poison ne seront pas efficaces sur lui, il utilise donc celle qui fera le plus de dégâts, c'est-à-dire Dracochoc, qui comme son nom l'indique est de type dragon. Xerneas est de type fée, il est donc par conséquent totalement immunisé aux dégâts des capacités de type dragon, ce qui sous-entend que tant que Lily sera sur le terrain contre Cravaresh, le switch n'aura aucun impact sur le légendaire. Le talent de Lily l'empêchant de prendre des coups critiques, on sait qu'on peut aller assez loin dans sa zone rouge avant de changer pour Xerneas, et donc gratter le plus de points de vie possible pour pouvoir achever l'adversaire avec un pouvoir lunaire. C'est un setup un peu complexe mais qui a le mérite de fonctionner, et surtout qui permet de passer facilement et sans risque la seule vraie menace du combat. On a en plus de ça équipé un métronome à Bloomeria juste avant le combat, donc on n'a aucun souci à se faire concernant la puissance de ses pouvoirs lunaires. On s'en sort cette fois-ci sans perdre le moindre Pokémon, et ça fait beaucoup de bien après le fiasco du précédent combat.
Mais c'est pas terminé parce que maintenant c'est le tour de Narcisse. On avait gardé jusqu'à maintenant Tranche Nuit dans le set d'attaque de Xerneas, histoire d'avoir une attaque physique à haut taux de critique, mais déjà ça a jamais vraiment été utile, et en plus de ça, on a une CT super sympa dans notre sac, Tonnerre, qui est probablement l'attaque la plus efficace du type électrique et qui tombe parfaitement bien pour jouer contre les types hauts de Narcisse. Son premier Pokémon c'est un Gamblas, il connaît 4 attaques, les 4 sont spéciales, 2 sont de type combat et ténèbres, donc peu efficace sur Bloomeria, une est de type dragon donc ne peut pas la toucher, et la dernière c'est Vibraqua qui a 60 de puissance. Ça veut dire ce que ça veut dire, on lance Plénitude en boucle, on prend une confusion qui part en 3 tours et qu'on régène avec encore de bois, et puis bah... Tonnerre. Encore et encore. Même à travers un mur lumière qui divise les dégâts par 2, Tonnerre. Voilà. C'était vachement dur, hein. Dianthea. Dianthea, c'est... c'est Dianthea, quoi. C'est le maître de la ligue, donc selon le lore, c'est le meilleur dresseur de la région. C'est presque la fin de l'aventure. Le level cap étant cette fois-ci à 68, on fait passer Xerneas et Drascore à ce niveau avec les super moments et on regarde un peu son équipe. Bon, Dianthea commence systématiquement le combat avec Brutalibré. Problème, il a direct toxique, mais il connaît aussi Flying Press et Danse Lame. À choisir, je préfère jouer le tout pour le tout et tenter le one-shot avant qu'il ait le temps de se booster, sinon ça risquerait de devenir impossible à gagner. On fait tenir un métronome à Bloomeria parce qu'on se doute qu'on pourra très certainement lâcher de bons gros pouvoirs lunaires bien dévastateurs, et on lance le dernier combat. Brutalibré est plus rapide et lance une Danse Lame, mais se fait faucher juste après par un premier pouvoir lunaire. Il est directement rejoint par Rexilius qui se mange également la lune en pleine tronche, et Dianthea envoie son Dragmara. Un nouveau pouvoir lunaire avec 2 stacks de métronome ne suffit pas à le tomber et il lance Mur Lumière. Tant pis, on brise volontairement la série de métronomes pour lancer Plénitude, on le fait 4 fois, pendant ce temps Dragmara lance Blizzard, mais ça a pas l'air super douloureux, et une fois que le Mur Lumière tombe, on relance pouvoir lunaire en boucle et on one-shot littéralement tout le reste de l'équipe du maître. Voilà, c'est purement et simplement une annihilation totale. Quand le combat se termine, Dianthea nous fait monter au Panthéon, enregistre notre équipe, et on passe à la scène de fin. Bon, je vous ai dit que c'était le dernier combat, je crois. Bon, j'avoue, j'ai peut-être un peu menti. Il nous en reste un, et je parle pas de celui contre le mec avec le Flabébé là, lui il est niveau Team Flare, on s'en fout, vraiment genre. Non, le combat dont je vous parle, il a lieu à Bastic, une ville qu'on a débloquée en terminant la ligue. Évidemment, on dépose nos 4 Pokémon tombés au combat dans le PC, on en récupère 2 nouveaux et 2 anciens, on avait capturé un Tilton sur la route juste avant la route Victoire et un Rapace de pique sur la dite route Victoire, on récupère également Rimon et Cunes, et comme le cap est désormais à 70, on les monte tous au niveau 69. Non, pas 70, 69. Parce que j'ai 13 ans d'âge mental. Au nord de Bastic, un dresseur qu'on connaît beaucoup trop bien nous attend pour sa revanche finale. Il a fini par compléter son équipe et on est là pour lui montrer qu'il est toujours aussi nul. Comme à son habitude, Kalem ouvre le combat avec Mystigrix et comme à notre habitude, on commence avec Cunes. Pour l'instant rien ne change, on lui pète le boulard et il envoie Pyroli. On essaye de voir un peu l'efficacité d'Altaria et le moins qu'on puisse dire c'est que c'est pas fameux dans cette configuration. On switch sur Drascore avec pour objectif de caillasser l'évolution, mais on se prend un retour de flamme assez puissant et Lily finit par rejoindre ses copains de la ligue. C'est Rimon qui terminera le travail avec un Osmerang, il aura également le temps de mettre un énorme Damoclès dans la face d'Amphinobi qui lui répondra avec un hydrocanon un peu trop efficace pour sa barre de vie. Tombée de rideau pour Rimon qui rejoint les autres et c'est le tour de Bloomeria de montrer ce qu'elle sait faire, même si on commence déjà à être bien au courant. Une petite plénitude suivie d'un encorne-bois pour récupérer la vie perdue à cause du dernier hydrocanon et Kalem envoie son Mélofée qui repartira directement après un gros pouvoir lunaire dans sa tronche. Il est suivi par Altaria qui subira le même sort et il envoie Absol pour clôturer le combat. Vous savez très bien ce qui vient ensuite, malgré la méga évolution, il ne résiste pas au pouvoir lunaire de Xerneas et tombe en un seul coup. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette aventure, pensez à vous abonner si elle vous a plu et n'hésitez pas à aller suivre les créateurs et les créatrices de contenu qui ont donné leur nom à mes Pokémon d'aujourd'hui. Leur nom et leur chaîne s'affichent à l'écran et sont aussi dans la description. C'était mon tout premier Nuzlocke, c'était sympa, encore une fois si ça vous a plu n'hésitez pas à me suivre sur Twitter et sur Twitch. C'était Ali, à la prochaine. That
my love's never done.